Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du vendredi 5 juin 2026. Gavino De Falco avec mon bon ami Jérémy Filosa, le journaliste sportif. Comment ça va, Philo? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Passé quand même une semaine intrigante, disons, avec les Blue Jays, des hauts et des bas. Le club n'est pas capable de maudire des séquences victorieuses, 5, 6, 7 victoires pour finalement dépasser la fiche de 500. On va en parler dans quelques instants. Tu sais, le match de samedi dernier fait très, très mal. Le tour de table avec Jérémy. J'ai l'impression, encore une fois, je me répète, mais je fais les mêmes émissions semaine après semaine. Le club, c'est en dents de scie depuis le début de l'année. Ouais, ben écoute, c'est sûr que ça a été une déception de voir l'équipe arriver à la barre de 500 pour la première fois depuis la première semaine de l'année. Et ensuite de ça, ben ça a été malheureusement la déchéance. 2 défaites dans les derniers matchs face aux Orioles, 2 défaites face aux Braves d'Atlanta avant de gagner le dernier match. Mais écoute, tu as raison, les semaines se suivent et se ressemblent. Le problème, c'est que 2 jours sur 5, on a TBD qui monte au monticule. Et puis, c'est ça, c'est TBD. On sait pas trop d'où il sort. Écoute, j'écoutais John Schneider cette semaine dire on a eu jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, 9 joueurs qui ont effectué leur début dans le baseball majeur cette saison avec les Blue Jays, incluant Chad Dallas qui est allé gagner ça contre Chris Sale. Mais non, ça se peut pas. Ben non. Tu sais, encore une fois, on va parler de la rotation des partants dans quelques instants, mais il me faut un programme pour savoir qui va jouer avec les Blue Jays. Combien de blessures depuis le début de la saison? C'est tout simplement, incroyable. J'ai jamais vu ça. Mais au moins, écoute, là, Philo, là, avec tout le négatif qu'on a dit depuis le début de la saison, on regarde le classement ce matin, les Blue Jays, avec une fiche de 30 victoires, 33 défaites, 3 matchs sous la barre de 500, cognent à la porte d'une place en série. Non. C'est vrai, là. Mais à un demi-match d'une place en série. Tu sais, je vais prendre un exemple sur les Golden Knights de Vegas qui se sont faufilés par la porte de côté et ils vont peut-être gagner la Coupe Stanley. Mais c'est ça. Une fois que tu es rendu dans une série, n'importe quoi peut arriver à un demi-match. On est encore loin, je sais, des Rays et des Yankees. Mais avec toutes les blessures, les mauvaises décisions prises par John Schneider, les Jeff Hoffman qui font pas le travail, Brandon Nettle qui se fait ramasser, t'es à un demi-match d'une place en série, Fio. Je le sais, mais moi, je continue de te dire ce que je te dis depuis le début de l'année. Essaye de jouer du bon baseball, essaye de dépasser la barre de 500, puis après, on considérera où tu es. Puis ça, l'affaire, c'est que les gens m'écrivent et ils me disent « Penses-tu que les Blue Jays, étant donné que c'est pas une bonne année, pourraient abdiquer à la date limite des transactions, échanger des Gausman et Springer et tout ça? » On a vu l'année passée, Gavino, en match éliminatoire, combien la franchise a fait? 100 millions de dollars. Donc, les matchs éliminatoires, c'est extrêmement payant. Donc, je serais très surpris de voir l'équipe à la date limite vendre. Par contre, ce que je te dirais, Gavino, c'est que dans une année où tu sais que tu n'es pas bon, parce qu'au hockey, ça arrive plus souvent qu'au baseball qu'une équipe se faufile dans le dernier rang et arrive jusqu'à la Série mondiale ou au championnat ou quoi que ce soit, tu pourrais perdre à la fin de l'année des joueurs pour rien. Je pense à Gausman, je pense à Springer, je pense à Varsho. Si tu ne les échanges pas à la date limite des transactions. Tu sais, George Springer, ça vaut pas genre des joueurs, des prospects incroyables. Là. C'est un vétéran, frappe pour 206 cette année. C'est le bon vieux oncle George de 2024. Pas celui qu'on a vu en deuxième moitié de saison en 2025 l'année passée. Kevin Gausman, oui, ça me fait de la peine. C'est un vétéran, mais il l'avait dit. C'est ma dernière année. J'ai hâte de voir si, il va tenir parole. Mais tu sais, au chapitre des statistiques, les Blue Jays, comme on dit, on lance bien. Ça se maintient du côté du monticule. On est au 12e rang de ce côté-là. Seulement 264 points d'accordés. On a marqué 257 points, donc 21e. On est toujours moins 7, là. Tu sais, la petite température du 25 janvier, à peu près, là, moins 7 au différentiel des points. Et regardez, on ne frappe pas de longue balle. Il n'y a jamais de coup de circuit à Samoir du côté des Blue Jays. Seulement 59 longue balle, Philo, 59. La balle ne voyage pas. Qu'est-ce qu'il faut que les joueurs fassent comme ajustement pour soulever la balle au bord de la clôture? Ouais. Moi, je l'ai toujours dit, Gavino, les coups de circuit, tu ne peux pas
gérer ça. Tu ne peux pas contrôler ça. Quand ils viennent, ils viennent. Quand ils ne viennent pas, il faut que tu fasses autre chose. Alors, moi, je pense que les Blue Jays, il faut arrêter de penser à la grosse manche, au coup de circuit. Occasionnellement, Okamoto va en sortir une, puis c'est correct. Mais tu sais, la grosse manche, on peut-tu commencer par bricoler un point lorsqu'on commence la manche, les buts remplis, pas de retrait, ou un gars ou deux, un gars au premier, pas incroyable. De retrait, pas capable de manufacturer des points. On avait les Braves dans les câbles cette semaine. But rempli, pas de retrait. Jésus Sanchez se commet dans une balle à double jeu, mais pas de points produits sur ce jeu-là. Tu perds la game 7-2. Mais le pire là-dedans, c'est que Sportsnet, vous savez, sur leurs réseaux sociaux, ils mettent toujours les faits saillants du match, les meilleurs moments. Ils ont partagé. Et là, le message, c'était but rempli, balle à double jeu, mais le point vient marquer quand même. Quand ça, c'est ton fait saillant du match, là, je veux dire, t'es dans le trouble. Comme tu dis, même pas de points produits sur la séquence. Mais je revenais à Okamoto qui frappe quand même occasionnellement la balle de l'autre côté de la clôture. Une chance, Gavino, une chance. Parce que le reste de ses apparitions au bâton, encore une fois hier soir, des coureurs sur les buts, incapables de les faire avancer. Il me fait penser à Eugenio Suarez. Tu te souviens, Eugenio Suarez, l'année passée avec les Mariners, 49 circuits. À la fin de l'année, personne qui voulait de lui. Pourquoi? Parce que toutes les autres apparitions au bâton, tu fais pas... C'est des retraits non productifs. C'est vrai. Il me déçoit Okamoto en parce ce que dans toute la saison, il y a eu 49 bons contacts. Le restant du temps, c'était roulant ou bien dans la mitaine pour notre ami Suarez. Mais si on regarde au chapitre des meneurs, là, 308 de moyenne pour Ernie Clement, un frappeur de double. Un des meneurs dans la Ligue américaine. Également, Okamoto, 13 coups de circuit, 35 points produits. S'il frappait pour 250, pas de problème. Mais il y a de la misère à frapper pour son poids. Simonez qui vole un peu plus de buts de ce temps-là avec 7 et des victoires, Kevin Gausman. Il n'y aura pas de gagnant du trophée Cy Young cette année. On le sait. Puis il n'y aura pas de frappeurs avec les Blue Jays qui vont gagner le bâton, le Golden bâton d'argent, puis tout ça. Il n'y aura personne qui va mener à la fin de la saison. Mais on l'a dit, si on était capable de bricoler des points, c'est dommage parce que le consommateur moyen, l'amateur moyen que je suis, là, je regarde ça dans mon salon, je me dis, écoute, ils vont marquer au moins 2-3 points. Ils sont à un coup sûr d'ouvrir les valves et sont pas capables, Philo, aucun gros coup sûr depuis le début de l'année, mis à part le Dalton Varsho qui son grand chelem un peu plus tôt cette saison. Écoute, tu sais, moi, là, je réorganiserais un petit peu l'alignement, puis je sais que John Schneider sortira jamais Vladimir du top 3, mais moi, je le mettrais 4e. Tu sais, hier, là, dans la situation où on était avec Springer et Clement qui embarquent en début de manche, et ensuite de ça, les gars ne bougent pas de là. Mais Lucas comme 3e frappeur, c'est présentement ton frappeur le plus hot. Et es-tu extraordinaire, ce gars-là, ou quoi, depuis qu'il est revenu de sa blessure? Séquence incroyable, je pense qu'il y a 11 matchs consécutifs avec au moins un coup sûr. 25 coups sûrs depuis qu'il est revenu au jeu. Il est constant, capable de frapper des balles partout, à droite, à gauche. Il s'ajuste sur les tirs, va frapper des balles au champ extérieur, sur le coin extérieur, ramasse ses buts sur balle. Ses présences sur les sentiers sont extraordinaires. Servons-nous mieux de Nathan Lucas. Mettez-le dans le top 3, puis même Vladimir 4e. Puis après ça, les autres, parce que t'as personne en arrière pour faire du dommage. On va regarder les images de Nathan Lucas un peu plus tôt cette semaine. Lucas with a liner down in right field. Clement getting the wave. Here comes the throw from Acuna. Not in time. RBI single Nathan Lucas, and the Blue Jays re-extend their lead to 2-4. Line drive by Straw. That's down for a base hit. Vladdy gets the wave, and Acuna's got no play as Straw drives in his 3rd of the night. Braves allowed 3 or fewer at this ballpark. That line drive's got a chance. That's a fair ball. In to score Lucas. Straw around to 3rd. Ball's getting messed around in the corner. Straw gets the wave. He'll score. Tu sais, tu as parlé de Nathan Lucas. Ça, c'est 4 derniers matchs. 2 en 5, 2 en 4, 2 en 5, 2 en 3. Pas pire, tu sais. Au moins, il y a des statistiques. Solide, là. Est-ce que c'est ton premier frappeur? Est-ce que tu le ramènes là ou tu dis, mets la balle en jeu, puis on le laisse 5e, 6e parce que c'est mince du côté des frappeurs? Là, tu vois Okamoto qui frappe un peu plus 7e, John Schneider qui a un peu perdu patience dans son cas. Mais tu as raison, Nathan Lucas, c'est un bon frappeur qui a une bonne approche, rarement retiré sur des prises.
c'est peut-être lui ta solution au milieu de l'alignement avant que Kirk et Barger reviennent. Là. Moi, pour moi, là, je l'ai dit, Clement et Lucas ne devraient jamais sortir du top 3. Ils devraient toujours frapper parmi les 3 premiers parce qu'ils mettent la balle en jeu, ils passent le bâton au suivant, ils s'organisent pour embarquer sur les sentiers. Springer, je ne sais pas ce qu'on va faire sur le long terme, mais bon, on le sait, là, c'est pas du tout la saison anticipée. Je vais parler un peu de Myles Straw parce qu'on a vu un coup sûr important qui a fait marquer 2 points là. Il y a aussi eu un coup sûr important dans le match précédent avec une balle frappée au centre du terrain. Myles Straw, à un moment donné, je ne sais pas si tu t'en souviens, au début de la saison, il a frappé quelques circuits. Tu sais, frappé des circuits au champ gauche. Et là, j'ai commencé à l'entendre dans des entrevues dire « Ah, je veux frapper plus pour de la puissance. » Il est bon, Myles Straw, pour essayer de détecter une balle à effet ou un changement de vitesse, arriver au marbre, frapper la balle en avant et la tirer du champ gauche. Mais malheureusement, Gavino, ça lui a coûté des points dans sa moyenne au bâton. Il n'est pas aussi efficace, pas aussi constant. Là, on a vu les coups sûrs qu'il a frappé au champ centre, au champ droit. Ça veut dire qu'il ne s'obstine plus avec le tir. Je ne cherche plus à frapper pour la clôture. Myles, tu n'es pas un frappeur de puissance. Place la balle en jeu là où elle t'est lancée, puis tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de succès. Puis je pense que là, il est sorti. C'est un piège, ça. Écoute, tu as raison. Frapper des circuits, puis là, tu es comme, ben, je suis un frappeur de puissance. Moi. Écoute, tu as raison, parce que je l'avais noté à la pratique au bâton lorsqu'on justement on est allé à Dunedin un peu plus tôt cette année et je regardais l'exercice au bâton puis Myles Straw frappait beaucoup de coups de circuit. Pas des coups de circuit à 500 pieds du marbre, mais tu sais, à 3,88, 3,85, juste l'autre bord de la clôture. Je dis, putain, il y a donc bien de la puissance. Et là, tout d'un coup, on dirait que ça a changé son approche et tu sais, il frappe pour 245 cette saison, mais c'est pas un frappeur de puissance, c'est plus un frappeur qui va servir là, de faire... bouger la défensive, frapper à tous les champs et tout ça. Donc, Myles Straw, on a besoin d'un gars de même parce que tu as besoin de tes 26 joueurs si tu veux te rendre jusqu'au bout. Là. Myles Straw, un excellent joueur en défensive également. La rotation des partants, on va regarder un peu ce qui est arrivé avec notre ami Patrick Corbin, le cousin de François Étienne. On écoute. Dubon gives it a ride out to right center. Varsho going back. It's out of here. Doobie delivers. One to number 1, Ozzie Albies. Ozzie drills it. If she's fair, she's gone. There she goes. Bon, les Blue Jays qui ont donné 2 circuits de 3 points de ce match-là, Adam Mako et Patrick Corbin. Mais Patrick Corbin, tu sais, on peut pas y en vouloir, Philo. On est allé ramasser au recyclage. Tu as donné 11 départs depuis le début de la saison parce que tu as 12 joueurs sur la liste des blessés, fiche de 2 victoires, 2 défaites. Et bon, tu as donné un circuit de 3 points contre la meilleure équipe dans le baseball majeur. Ouais, ils s'ajustent, je veux dire. Les adversaires frappent pour 281 contre Corbin, mais ça peut pas durer. Tu peux pas gagner avec des Patrick Corbin, puis des Adam Mako, puis des Chad Dallas, puis des rotations de partant, tu l'as dit. To be determined lance 2 matchs sur 5 avec les Blue Jays. À un moment donné, les gars ont été non, t'as raison. La rotation, il y a une coupe de trous dedans. Puis là, ça fait comme, tu sais, quand tu roules, ça arrive Notre-Dame à Montréal, là, avec les nids de poules et tout ça. Mais écoute, déjà, merci Patrick Corbin pour tout ce que tu nous as donné. Là, c'est sûr que l'effet de surprise n'est pas là. Tu affrontes les Braves d'Atlanta. Il a passé plusieurs années avec les Nationals de Washington. Ils le connaissent bien. Donc, j'ai pas été surpris. D'ailleurs, c'était sa 12e défaite consécutive contre les Braves d'Atlanta, Patrick Corbin. Donc, regarde, on verra s'il peut rebondir. Peut-être que oui, je l'espère bien, en tout cas. Mais ça prend les retours de Dylan Cease. Ça prend les retours de Bieber. D'ailleurs, Cease a donné 3 circuits dans son départ dans les ligues mineures. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là. Ça veut-tu dire qu'il ne l'avait pas ou qu'il a encore mal dans le bras? Je ne sais pas. Shane Bieber, je pense. Là. Shane Bieber, tu as dit Cease. Ah, c'est Bieber qui a donné 3 circuits. Oui, il s'est fait frapper 2 manches et 1 tiers dans son dernier départ au niveau A. Donc, c'est pas en dents de Cease parce que c'est pas lui. Mais, je veux dire, rien de rassurant pour Shane Bieber qui était candidat au Cy Young, je pense, il y a une couple d'années.
Ouais. J'ai hâte qu'ils reviennent, mais il faut qu'ils reviennent à 100%. Parce que, tu sais, puis en plus, il va falloir qu'ils. Ça va être le même problème, là, ce qui va arriver. Il va commencer par 3 manches, 4 manches et 1/3, 5 manches. Fait que, tu sais, les releveurs, les Braden Fisher qui lancent à chaque jour, Fluharty, tout d'un coup, il commence le match. Ça en vient en fin de match. Ils sont trop sollicités. Heureusement qu'il y a Yariel, de temps en temps, il donne 2 manches, 3 manches pour passer à mop. Parce que je te le dis, là, les gars, ils n'ont plus de bras. On est rendu au mois de juin. On est rendu à 30 lanceurs à peu près d'utiliser en 2026. Non, ça n'a aucun bon sens. Puis ça va rattraper l'équipe sur le long terme. Ça, c'est certain. Parce qu'ils lancent trop de manches, les releveurs. Et ça va faire, là, à un moment donné, là, écoute, 2 fois à tous les 5 jours, faut que tu sortes un releveur pour débuter un match. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas tenir sur le long terme. Alors, oublie pas que Scherzer aussi, normalement, qui est supposé revenir bientôt, mais il va donner quoi? Scherzer, écoute, il se trouve une boîte à surprise. Il a mal à un ongle, il a mal à un cheveu en arrière de la tête. Heureusement que la Ligue américaine est faible, parce qu'on serait déjà pratiquement éliminé de la course, puis on penserait déjà à 2027. Heureusement, je pense qu'il y a juste 5 équipes dans la Ligue américaine qui jouent à haut de 500. Le reste, là, c'est tout médiocre. C'est une raison pourquoi les Blue Jays n'ont pas abandonné. Puis on attend que les joueurs blessés reviennent. Les Scherzer, les Kirk, les Mantiply, maintenant, là, c'est 60 jours sur la liste des blessés. T'sais, ensuite, Addison Barger, mais j'ai hâte. Yimi Garcia. T'sais, ça fait longtemps qu'on dit, il est supposé revenir. Là, il est supposé lancer dimanche. On va voir du côté de Yimi Garcia. On va parler de Jeff Hoffman qui s'est fait frapper cette semaine. On va regarder tout de suite, la remontée des Orioles un peu plus tôt, la semaine dernière. Alonso hits it through the right side to win it. Ball game. An unbelievable come from behind victory in the bottom of the ninth. Une défaite qui fait mal. Les Blue Jays sont relancés 4 victoires de suite à la recherche d'un 5e gain de suite. Ils sont à 2 retraits de jouer pour un match en haut de 500. Première fois depuis début avril. Jeff Hoffman s'amène au monticule. Bousille. Je pense qu'il retire le premier frappeur. Puis après ça, là, balle, des buts sur balle, frappeur atteint, des coups sûrs et récolte la défaite. Encore une fois, il fait confiance en 9e manche. Je sais que c'était pas une situation de sauvetage. Encore une fois, déçoit. Se fait frapper, se fait malmener. Et John Schneider, la responsabilité du gérant qui continue à lui donner de la corde. Je te dis, j'ai rencontré mon bon ami Mike Bussato au travail qui m'a dit, il est plus capable. Il a failli faire une crise cardiaque. J'étais dans mon salon, sur mon divan, j'ai failli casser la TV, lancer la manette dans la TV. Qu'est-ce qu'il fait, John Schneider? C'était ça, ses paroles. Il faut quand même se souvenir que la veille, les Blue Jays avaient effectué une remontée semblable. Donc, ça s'équivaut quand même dans cette série-là. Ceux qui disent « Ah, il aurait dû remporter 3 des 4 matchs. » Ouais, mais à la fin, ça s'équivaut. Mais ce que je te dirais, moi, je peux pas blâmer John Schneider dans une avance de 4 points. C'est pas une situation de sauvetage, là. On veut pas que Hoffman rentre dans des situations serrées. Parfait. OK, mais à 5-1, là, puis en plus, il y avait un retrait, il n'y a personne de ses buts. Je m'excuse, Jeff, mais c'est ta responsabilité à toi, là. Dis-moi pas que le gérant t'a placé dans une situation corsée. C'est pas du tout le cas. Lui, là, Varland était rentré dans le 8e, avait affronté le gros de l'alignement, il s'était sorti du trouble, avait tiré les marrons du feu. Hoffman arrive dans la situation la plus facile. Il affronte le bas de l'alignement. Il mène par 4 points. Il n'y a aucune raison. Donc, ceux qui garochent la pierre à John Schneider, arrêtez, là. La faute, c'est celle de Jeff Hoffman. Mais, John Schneider, Gavino, doit absolument être capable d'identifier plus rapidement que quand Hoffman, il l'a pas. Parce que c'est clair, là. Écoute, tu le vois, là, il se fait frapper solidement. Il perd le marbre. Et là, tu fais quoi? À la dernière seconde, tu envoies une recrue dans l'enclos puis dire OK, ben écoute, excuse, là, c'était pas prévu, mais toi, es-tu capable de venir finir ça? Lui, il s'en vient au monticule, probablement qu'il fait un petit caca dans ses culottes parce qu'il est nerveux. Ben oui. Puis là, il balle le premier gars, donne un coup sûr au suivant avec l'avant-champ rapproché. C'est dommage parce que s'il jouait l'avant-champ derrière, probablement qu'il tourne un double jeu là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est l'erreur de Schneider, c'est de ne pas avoir identifié plus rapidement que Hoffman ne l'avait pas. Parce que quand il ne l'a pas, ça se voit très, très, très rapidement. Je regardais ce match-là avec mon fils à la télé.
Puis on savait où ça s'en allait. Écoute, je suis pas un amateur d'amener ton releveur numéro 1 en 8e manche. Arrête. Là, je m'excuse. Arrête. Non, je m'ennuie d'Éric Gagné, puis je m'ennuie de Watland. Ces gars-là lançaient la 9e, que ce soit contre les frappeurs 7, 8, 9 ou 4, 5, 6, on s'en fout. Il faut que tu te rendes jusqu'en 9e pour Mariano et Rivera. Je m'excuse, je l'aime pas, cette philosophie-là. Puis Varland, dans ce match-là, là, il avait effectué 8 tirs en 8e manche. 8! 1, 2, 3, rentre dans l'abri. Pourquoi qu'il n'était pas frais et dispo pour la 9e manche? Ça aurait été 1, 2, 3, on rentre dans l'abri et ensuite, tu gagnes, cette série-là, un match haut de 500, ça donne confiance aux gars. Et une séquence de victoire, ça atteint le 5 et ensuite peut-être 6. Ça a tout changé, cette séquence-là. Je comprends, Gavino. Tombé à 4 défaites de suite à cause de Jeff Hoffman, puis l'entêtement de John Schneider, il continue à lui donner la balle. Non, mais Gavino, amène ta boule de cristal à John Schneider, puis dis, hey John, check dans ma boule de cristal. Ça dit que malgré le fait que vous avez une avance de 4 maudits points, Hoffman va rentrer, puis il va tout bousiller ça. Moi, Gavino, avec une avance de 4 points, là, j'étais à l'aise avec Hoffman, parce que c'est pas une situation stressante. Il est supposé être capable. S'il n'est pas capable de closer une game avec une avance de 4 points en 9e, ben désigne-le pour assignation parce que tu ne peux pas te servir de lui. Je suis désolé, là, mais c'est ça. Ben c'est ça le prochain point. Comment ça se fait qu'il est encore dans l'entourage des Blue Jays? Je sais qu'il avait bien lancé là, cette semaine-là. Il y avait eu encore 2 sauvetages, puis il ramenait une certaine confiance. Mais encore une fois, lorsqu'il est mauvais, il est mauvais s'il vous plaît. Il ne donne pas juste 1 point, il se fait matraquer. 4-5 points, puis là, il faut que tu le ramasses à petite cuillère, puis là, c'est long. Puis, tu sais, le body language de l'équipe, là, après avoir bousillé le match numéro 7 de la Série mondiale, je te pose une question. Si Jeff Hoffman lançait pour, je sais pas, les Dodgers ou les Yankees, qui avaient perdu de cette façon-là en Série mondiale, est-ce que le lendemain matin, il serait au chômage? On connaît la réponse toutes les deux. C'est oui, Philo. C'est oui. Écoute, moi, ce que je te dirais aujourd'hui, c'est que je suis d'accord pour te dire que ça va être très difficile pour Jeff Hoffman de revirer la situation de bord à Toronto parce qu'il y a eu trop de fois où il a trébuché. On essaye de lui redonner confiance, mais là, il sort 2, 3, 4 bonnes performances dans des situations où le match n'est pas en jeu. Puis là, bang, il trébuche encore une fois. Alors, comme tu viens de le mentionner, lui, là, les coups de poing sur la gueule, il en a mangé depuis la fin de la Série mondiale, même durant la saison passée. À un moment donné, je pense qu'un gars a besoin d'un changement d'air, peut-être en s'en allant ailleurs, dans un nouveau vestiaire, dans une nouvelle organisation où les fans ne seront pas aussi frustrés contre lui. Peut-être qu'il pourra se relancer. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que je ne sais pas comment ce gars-là va pouvoir s'en sortir à Toronto. Les dommages sont faits. Bon, rapidement. Ouais. 2 derniers sujets. Match des étoiles cette année à Philadelphie. Ouais. Le représentant, sans équivoque, je pense, des Blue Jays, c'est Louis Varland. Il n'y a pas d'autres joueurs. C'est coché. Il y a une moyenne de 0,28 depuis le début de la saison. Sais-tu combien de points mérités il a donné notre ami Louis Varland depuis le début de l'année? Un point mérité. 1, 2, 3. Ça a été une transaction incroyable. Écoute, Louis Varland contre Allen Rodden. Allen Rodden l'année passée contre Minnesota, donc une excellente transaction. On va parler des négociations. Tu veux-tu dire quelque chose rapidement sur Louis Varland? Varland crochet, c'est sûr. Oui. Dylan Cease, c'est quand même le 4e meilleur lanceur du baseball majeur pour les retraits sur 3 prises. Il y en a 91, si je ne me trompe pas. Il a juste joué 11 matchs. C'est vrai. Alors, je ne sais pas s'il va revenir de blessure bientôt, mais potentiellement, c'est un gars qui pourrait aller au match des étoiles. Peut-être une petite pensée extérieure pour Clement, qui fait très bien. Très bonne moyenne au bâton et je pense qu'il mène la Ligue américaine pour les doubles. Si jamais il était là, je serais content. Pour les autres, là, s'il te plaît, là, écoute, oubliez ça. Là. Même Vlad, là, mais non, oublie ça. Va prendre des vacances. Vladimir, 3 coups de circuit encore une fois, puis on est rendu au 6 juin. En passant, Louis Varland, il a affronté 124 frappeurs depuis le début de l'année. 124! Il a donné un point. C'est incroyable. Il est incroyable. C'est le MVP cette saison. Bon, négociation. Ça sent le lockout pour la saison 2027. On est à des années-lumière d'une entente entre l'association des joueurs et les propriétaires. On a 3 minutes. Ouais, écoute, moi, je trouve que la proposition du baseball majeur, quoi qu'elle ne sera jamais acceptée, est bonne. Un plafond à 2,45 à peu près, un plancher à 171, quelque chose comme ça. Moi, je pense que ça fait l'affaire de tout le monde.
Du côté du baseball, moi, je pense que ça peut très, très, très bien fonctionner. On veut copier le système de la Ligue nationale de hockey avec le plancher, le plafond et les revenus partagés à 50-50 entre les propriétaires et les joueurs. Le problème, c'est que les joueurs sans tête ne veulent rien savoir d'un plafond salarial. Moi, je te le dis tout de suite, là, ce serait quoi ma stratégie là, du côté du baseball majeur? Je leur dirais, écoutez les boys, OK? La proposition qui est sur la table, on peut la négocier. Là. Je vous dis pas qu'il faut accepter celle-là, mais si vous n'êtes pas prêt à accepter le fait qu'on va avoir un plancher et un plafond dans cette ligue-là, je vous le dis tout de suite, là, on s'en va avec des joueurs de remplacement, puis there's no coming back. On y va avec les joueurs de remplacement et les négociations sont terminées. À ce moment-là où on prend cette décision-là. Ceux qui veulent ensuite de ça retraverser, sauter la clôture et revenir, on va vous accueillir à bras ouverts. Les autres, ben, allez vous partir une ligue au Zimbabwe, là, je ne sais pas où, là, mais vous ne jouerez plus dans cette ligue-là. That's it. Entre 171 et 245, puis je pense que présentement, il y a 8 équipes dans le baseball majeur qui dépassent le 245. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire pour... Bon, avec la clause grand-père, j'ai dépensé cet argent-là, puis là, il faut que je devienne conforme au nouveau règlement. Tu sais, les Mets dépensent 320 millions. On sait que les Dodgers, on va probablement leur salariale de 400 millions. On va probablement leur donner 2-3 saisons pour se conformer. Peut-être même chose pour les équipes qui doivent atteindre le plancher. Mais il y a bien plus d'équipes, Gavino, qui doivent atteindre le plancher. Il y en a 15 qui doivent sortir de l'argent. Puis il y en a seulement 6 qui doivent couper dans leurs dépenses. Alors, les joueurs sont gagnants là-dedans. Là. Le spectre de 1994 et 95 qui ont sûrement coûté. On sait, une série mondiale à Montréal, on avait l'équipe pour et tout ça. Ça a été le début de la fin avec les ventes de feu. Les expos qui sont déménagés par la suite. Je veux dire, moi, je te le dis tout de suite, là, il n'y aura jamais au grand jamais, un plafond salarial dans le baseball majeur. Les joueurs sont trop puissants, puis on s'en va vers un autre conflit de travail. Je te le dis tout de suite, là, ça n'arrivera pas. Ils n'accepteront jamais un plafond salarial. La grosse erreur de Bud Selig, quand il est rentré avec les joueurs de remplacement, il n'a pas tenu son bout. Deux semaines après, il a dit OK, c'est bon, on laisse faire. Il n'y avait pas eu beaucoup de briseurs de grève. Là. Il y en a peut-être un ou deux. Je me souviens des images là, des briseurs de grève. Ils mangeaient tout seuls à la cafétéria puis ils étaient tout seuls sur le banc parce que les joueurs se tenaient en temps, comme un syndicat des joueurs. Moi, là, si j'étais Manfred, là, j'appellerais Batman puis je dirais, toi, comment ça s'est passé? Batman, il va dire, on a perdu une année au complet, mais ça a valu la peine aujourd'hui. On a de l'ordre et la paix dans notre sport. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Hey, Aaron Judge, 4 à 6 semaines. Bye-bye. Pour les Yankees. Aïe, ça va faire. C'est fait mal, je pense. Donc, il ne jouera pas contre les Blue Jays un peu plus tard cette semaine. J'ai les images, malheureusement, on n'a plus le temps. Okay. Donc, c'est déjà la fin de l'émission au nom de Jérémy Filosa ici, Gavino et Falco qui vous dit « Envoyez donc les Blue Jays! Une séquence de victoire contre les maudits Orioles, plate à regarder en fin de semaine. À bientôt tout le monde. Salut Philippe. Salut.